Alors, il s'agit d'un homme de 60 ans qui présente un syndrome néphrotique avec protéinurie à 6,7 g par 24 heures, pas d'hématurie, pas d'insuffisance rénale, une pression artérielle normale, une EPP et une IEP sérique normale, complément normal, anticorps anti-DNA et en cas négatif, sérologie HBV, HCV, HIV négative sont les renseignements cliniques du bon d'Anapathe, enfin du bon, accompagnant la lettre qui était, dont voilà une partie. Et donc, c'est un collègue qui m'adresse une amylose. Il me met, voilà, la coloration par le rouge Congo m'a permis de mettre en évidence des dépôts amyloïdes strictement glomérulaires. Mon immunofluorescence directe aurait tendance à être en faveur d'une amylose AL lambda. Donc, il n'y avait pas de composants circulants. Donc, il adresse ce cas pour typage. Donc voilà la microscopie optique. On voit des glomérules empâtés avec un mésangiome épaissi, des parois, des anses capillaires également épaissies. Le rouge Congo est faiblement positif, je suis désolée. Impossible de prendre en photo le dichroïsme, mais il existait. Il était faible, mais il était présent. Et je vous ai mis la photo sous lumière UV qui montre une coloration un peu orangée des dépôts d'amylose. Donc, on part sur la spectrométrie de masse d'emblée. Et la protéine dominante, c'est le DNAJB9. Un petit peu d'ApoE, pas de composant P, pas d'ApoA4 et pas d'autres protéines susceptibles d'être à l'origine d'une amylose. Donc, la conclusion, compte tenu des connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une glomérulonéphrite fibrillaire, rouge Congo positive. Alors, on a fait dans un second temps le DNAJB9 plusieurs mois après, parce qu'on ne disposait pas à ce moment-là de cet anticorps dans le service. Et vous voyez que les glomérules sont bien marqués par cet anticorps qui marche très bien. Donc, la glomérulonéphrite fibrillaire est une glomérulonéphrite rare, qui s'exprime par une protéinurie, une hématurie, une hypertension et qui conduit dans 50% des cas en quelques années à une insuffisance rénale terminale. Donc en microscopie optique, on a le plus souvent des formes avec expansion mésangiale, pseudo-amyloïde entre guillemets, et des formes membrano-prolifératives. En IF, on est souvent alerté par un dépôt d'IgG prédominant, avec souvent de l'IgG4. Les dépôts sont polytypiques et on a volontiers un petit peu de complément associé. En microscopie optique, on observe des dépôts fibrillaires plus gros que ceux avec des fibrilles dont le diamètre est plus important que que dans l'amylose, puisque les fibrilles font un diamètre de 12 à 24 nanomètres. Donc, les Américains, l'équipe de la Mayo Clinic a décrit en 2018 un nouveau biomarqueur, enfin un potentiel nouveau biomarqueur, le DNAJB9, pour diagnostic pour les glomérulonéphrite fibrillaires. Ce nouveau marqueur a été identifié grâce à la technique de spectrométrie de masse. Et dans cette première série, ils avaient étudié donc 24 cas de glomérulonéphrite fibrillaire, 145 d'amylose, des glomérulonéphrite rouge Congo négative, des glomérulonéphrite fibre, non, je ne sais plus lesquels, enfin tout un tas de glomérulonéphrite non fibrillaires, avec des glomérules également normaux. Et en fait, on voyait très bien sur leur tableau, le DNAJB9 ne sortait que dans les glomérulonéphrite fibrillaires, les amyloses et les autres glomérulonéphrite étudiées, il y en avait 19 types au total, étaient totalement négatives. Donc à partir de ce moment-là, un anticorps a été mis en place, a été développé et testé, ce qui a donné lieu à ce papier, où à nouveau, donc cette fois-ci, il y avait 84 glomérulonéphrite fibrillaires, des amyloses, d'autres glomérulonéphrite, des sujets sains. Donc une cohorte quand même importante qui a permis de montrer que cet anticorps était très spécifique et très sensible pour le diagnostic de glomérulonéphrite fibrillaire. Et puis dans la foulée, donc toujours en 2018, tout ça,
l'équipe de la Mayo Clinic a publié une série de glomérulonéphrite fibrillaire rouge Congo positive. Alors c'est un rouge Congo qui peut être faiblement positif ou plus fortement, comme vous voyez à gauche. Le DNA JB9 était présent en immuno et en spectro de masse chez l'ensemble de ces patients. Et là, j'ai mis de côté ce graphique qui m'a paru intéressant. À droite, vous avez les patients avec amylose et vous voyez la signature avec l'ApoA4, l'ApoE, la SAP. Tout à gauche, vous avez les patients sains. Ensuite, vous avez les patients avec glomérulonéphrite fibrillaire rouge Congo négative et rouge Congo. Et ensuite, 18 patients avec la glomérulonéphrite fibrillaire rouge Congo positive. Et ce qu'on voit, c'est que chez ces patients, il y a de l'ApoE. L'ApoA4 et la SAP sont globalement vraiment très peu exprimés, un petit peu dans les formes rouge Congo positive, mais très peu. Mais l'ApoE augmente, on voit entre les formes rouge Congo négative, rouge Congo positive et les amyloses. Il semble, parce que tout ça, on est quand même avec des techniques qui sont semi-quantitatives, mais il semble que la quantité d'ApoE augmente avec le caractère congophile des dépôts. Alors l'hypothèse faite dans ce papier, c'est que l'ApoE pourrait être responsable de la congophilie de ces glomérulonéphrite parce que l'ApoE est une protéine qui, de base, a une conformation en feuillet bêta-plissé. Donc en conclusion, le rouge Congo, c'est une coloration qui est très spécifique de l'amylose, mais voilà, il faut savoir qu'elle peut marquer d'autres choses. Ici, donc un premier exemple de maladie, la glomérulonéphrite fibrillaire. Donc devant ce type, finalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire quand j'ai reçu le cas? Je pense qu'aujourd'hui... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on a assez de matériel, on fait un DNA JB9 et finalement, je pense qu'on s'en sort tout de suite. Mais voilà, je pense que la spectro est quand même vraiment bien parce qu'elle élimine aussi l'amylose, elle fait le distinguo avec l'amylose et par la signature moléculaire et en plus, le marqueur sort très facilement. Donc il faut préserver son matériel dans le doute. Voilà, toujours finalement aujourd'hui les amyloses, toujours préserver le matériel, enfin c'est mon expérience, ne pas faire des batteries d'immuno à n'en plus finir parce que de toute façon souvent elles sont difficiles à lire et pour avoir des diagnostics définitifs, en tous les cas en accord avec les connaissances dont nous disposons aujourd'hui, je pense que voilà, il faut y aller très progressivement, surtout sur les biopsies rénales en plus, c'est un matériel qui est souvent petit et donc très vite épuisé en technique. Voilà. On a quelques minutes pour la discussion sur ce cas. Merci beaucoup. J'ai une question sur le dosage sérologique du DNA JB9 circulant. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus. Je crois que l'équipe de la Mayo Clinic faisait la mise au point. Je ne sais pas si tu sais ou si des gens dans l'Assemblée connaissent cette technique. Je ne suis pas au courant, mais effectivement, oui, il semble... Ah, alors Christophe. Ils l'ont publié dans Kidney International il n'y a pas longtemps, mais c'est une technique, alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme technique, mais qui est très chère, et donc en fait, ils ne le font pas en diagnostic classique. Voilà. Donc en fait, nous on est en train d'essayer de voir si c'est faisable avec un simple ELISA. Voilà. Et a priori, on n'a pas encore des datas très solides, mais ça devrait être faisable. Magali ? Oui. Non, juste, moi je pense que c'est quand même un cas clinique qui est super intéressant et c'est vraiment un message à faire passer aux néphrologues et aux anapathes, c'est que finalement, tous les ans, on a des biopsies rénales qui nous reviennent avec des rouges Congo positifs où on est embêté parce que soit le patient a une gammapathie monoclonale bénigne, mais on n'a pas pu mettre en évidence, ou ça accroche un petit peu, mais on n'est pas certain. Et là, pour le coup, le pronostic et la prise en charge thérapeutique est quand même fondamentalement différente. Donc je pense faire passer le message, et d'ailleurs je crois que ça a été
ça a été publié derrière, je crois qu'il y a un papier d'AJKD qui est sorti récemment sur ces rouges Congo positifs avec le diagnostic différentiel avec les fibrillaires, mais vraiment faire passer le message que finalement un patient qui est rouge Congo positif pour lequel l'IF est négatif, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on était bien content d'avoir la spectrum de masse, mais là, avec les marquages que tu nous as montrés, je pense que quasiment, il y a beaucoup de centres de néphrologie et d'anapathes qui devraient se procurer l'anticorps pour pouvoir le tester en immunohistochimie. Je crois je crois qu'il y a plein de centres qui l'ont. Il y a pas de... Nous, on est un peu en retard. Non, il n'y a pas de... David, toi, tu le fais? À Paris, je ne crois pas qu'il y ait tant de centres que ça qui le font. Tout à fait d'accord. Je pense que cet outil doit faire partie du panel immunohistochimique de tous les centres qui font de la pathologie néphrologique. Parce que c'est une maladie qui touche a priori pas d'autres organes que le rein. Il faut peut-être rappeler ça aussi. Gilles Gratteau. Oui, juste une question sur la topographie des dépôts. Est-ce qu'ils sont toujours purement glomérulaires? Non. Ils sont principalement glomérulaires, mais ça peut déborder dans les vaisseaux. Donc, non. Et il n'y a pas d'éléments un peu subtils qui permettraient d'évoquer le diagnostic? Dans la topographie glomérulaire ou... Non. C'est vraiment le truc pseudo-amyloïde. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est une amylose. Voilà, l'immunoma. Alors, pourquoi il n'a pas eu non plus? C'est pareil, il aurait pu avoir l'IgG qui a marqué. Bon, ben, ça n'a pas marqué. Après, c'est les... Oui, après... après, voilà. Mais ouais. Non, la topographie, c'est vraiment des formes pseudo-amyloïdes. On se dit, en général, ce qui nous permet vraiment de nous embarquer dans l'arbre diagnostique, c'est le rouge Congo négatif. Quand il est positif, on est coincé. Voilà. Il y a encore une question? Non? Moi, j'en ai une petite. Je voulais savoir, je vais rejoindre un peu la question de Thibaut tout à l'heure, enfin, les questionnements plutôt. Dans le cœur, est-ce que tu as déjà retrouvé de la TTR positif sans rouge Congo franc et sans SAP? J'ai jamais fait. J'ai jamais fait un anticorps anti-TTR sur un cœur. Jamais fait. J'ai jamais fait. Alors après, j'ai jamais fait. Après, l'anticorps, il n'est pas. D'accord. Ça serait compliqué, je pense, mais oui. Mais ça pourrait être fait. Pour extrapoler, par exemple, pour toutes, enfin peut-être pas pour toutes les protéines amyloïdes, mais en fin de compte, on peut avoir de la même façon des dépôts d'une protéine amyloïde qui ne prend pas trop le rouge Congo, on passe à côté, mais en fin de compte, elle est responsable d'un dépôt quand même pathogène, et que finalement, il faudrait les traiter pareil qu'une amylose. Peut-être. Parce que le problème... Mais c'est sûr qu'il y a des dépôts qui sont invisibles. Voilà, ça, c'est sûr. Et c'est des dépôts. Comment? Pardon? C'est pas clonal. Comment ça? Pour un autre type de protéine amyloïde, on pourrait avoir ça de façon générale. C'est peut-être pas celui. C'est pour la pseudo-amyloïde? C'est pas clonal, la pseudo-amyloïde? Non, apparemment, il semble que dans de très rares cas, il faut demander au néphrologue une gammapathie monoclonale d'accompagnement, mais en général, non, c'est pas dans le cadre d'un problème clonal. Oui, d'accord. Merci.